Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour la dernière matinale de la semaine avec Benoît Bagnier. Bonjour Benoît. Bonjour Martin. Ravi de te recevoir de nouveau au chalet. Alors tu viens ce matin, tu es venu hier pour présenter le jeu Shifters qui est juste derrière, qui Exactement. est là entre nous. C'était l'objectif de cette session. On a joué à ce jeu-là, je ne le connaissais pas encore, j'ai eu l'occasion de le découvrir. Donc on va vous en parler ce matin, on va revenir sur ce jeu dont le financement participatif va avoir lieu très rapidement. C'est le début mai. Ouais. Début mai, voilà. On avait peur, j'avais peur parce que tu es venu. Au départ, tu m'as dit que c'était début avril. Finalement, vous poussez un tout petit peu. Quand on avait pris le créneau, là, ça devait être en avril. Et puis finalement, on l'a mis début mai pour être large et avoir bien le temps de tout bien finir. J'avais peur. C'est juste qu'il faut monter la vidéo. Et nous, on a un peu les sabliers d'or à préparer. Tu seras présent aussi au sablier d'or avec un jeu qui est là derrière également. Hop, c'est comme la météo, tu sais, il faut mettre le doigt dessus. C'est ici, c'est Moonlight. On aura l'occasion de vous en parler un petit peu ce matin. Et puis, vous venez de voir le trailer pour ceux qui regardent cette matinale en live, de Danger. Il est ici. On va commencer par celui-ci parce que c'est l'actualité du moment. Et évidemment, cette émission, elle est enregistrée en live. Elle est rediffusée ensuite sur notre chaîne de replay. Vous la regardez peut-être en différé, mais on est en présence de pas mal de monde qui nous suit dès le matin, déjà plus d'une centaine de personnes. Ah oui. 94, mais je ne suis pas en direct, donc peut-être qu'on est à 170, peut-être. J'ai toujours un peu de délai sur les chiffres. C'est pour ça que je dis plus d'une centaine. Il faut être positif dans la vie. C'est ça. C'est comme ça. Vous êtes quelques-uns, vous êtes connectés ce matin à nous avoir dit bonjour, on a eu plein de bonjours, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent quotidiennement. Pardon. Au programme de cette émission, 126, tu vois, on est 126, je m'en doutais, je savais quasi qu'on 200, était... il faut dire à ce moment. D'autres choses au programme, parce qu'on va parler un tout petit peu. J'ai repris toutes les actus des financements participatifs qu'on a évoqués avec Pénélope dans l'émission du jeudi pour voir, parce que tu as un peu d'expertise là-dessus, tu lances un financement participatif, c'est l'occasion d'évoquer ces sujets-là. On reviendra sur les festivals qui auront lieu ce week-end, très rapidement. On va regarder la liste des festivals et on terminera avec la petite animation de fin. Cette fois-ci, je t'ai proposé de te promener dans le chalet. Alors, tu n'as pas regardé ici, mais il y en a plein ici aussi. Parce que moi, mes jeux préférés, souvent, ils sont dans ce coin-ci. Ouais. C'est ça des sera jeux pas à les mêmes, la demande. du coup, Ouais. Je t'ai proposé de te promener dans le chalet et de prendre des jeux qui te plaisaient, sur lesquels tu avais envie peut-être de jouer là rapidement, de discuter. Et on terminera avec ça. Le plaisir de finir la semaine en parlant simplement, pas forcément de tes jeux, mais des jeux. Et parfois, ça évoque plein de choses. Parce que... Oui, il y a de l'humain, il y a plein de choses derrière. Ouais. Et puis même quand on est concepteur de jeux, je pense que c'est des héritages aussi. Le jeu de société est un héritage. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais elle sonne bien. On commence avec Danger. Donc Danger, il est sorti, ça y est, vous pouvez le récupérer, il est en boutique. Il est sorti pour Cannes. Oui, la semaine juste après, je crois. Juste après Cannes, un jeu d'Ignacy Ferré. Et on a une vidéo sur la chaîne, si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir cette vidéo parce que très surprenant, ce jeu dans les petites boîtes. C'est le format de boîte classique qu'on trouve chez BlackRock où il y a tous les jeux où il est Alors, différent. je sais pas si c'est classique, je crois que c'est un format, effectivement, on s'est calé sur un format de chez BlackRock, donc notre distributeur de jeux de cartes. Mais je ne saurais pas dire d'autres titres dans la gamme. Je pense qu'il y a Mojo par exemple de chez Flying Game. Mojo est dans cette gamme-là. Skyjo est plus grand, non ? Ouais, Skyjo, c'est un peu allongé Skyjo. Petit format de boîte, parce que forcément c'est distribué par BlackRock, donc il y a un intérêt aussi pour les boutiques d'avoir des jeux qui sont absolument pas de la même famille, mais qui s'adressent peut-être au même public. Oui, et puis ça permet de faire des présentoirs pour le distributeur ou ce genre de choses. C'est pas idiot, donc c'est amusant parce que vous êtes des éditeurs différents finalement, chacun a sa propre dimension, sa propre réflexion. Il y en a certains qui sont des studios d'ailleurs achètent et d'autres qui ne le sont pas et qui malgré tout suivent les formats. Après, on a tout intérêt en fait après on fait ce qu'on veut, mais quand le distributeur nous dit ça serait bien que la boîte elle fasse comme ça parce que je peux le mettre dans tel présentoir, pour nous c'est tout bénef en vrai, il se retrouve mieux en rayon et en fait il le vendra mieux, donc c'est un intérêt. Est-ce que j'avais gagné cette partie ? Je ne sais plus. Donc voilà, ce petit jeu. Mais je vois que t'as pas un vrai jeu là, c'est un prototype. Oui, je dois avoir un vrai jeu quelque part, mais là on a sorti le prototype. Je pense qu'on l'a reçu, je regarde là-bas, parce que regarde, il est en bas de l'étagère là-bas. Tu vois, on a même le vrai jeu. Effectivement, ça c'est le prototype, avec les cartes qui étaient... Est-ce que tu veux un verre d'eau ? Non, ça va.
avec les cartes qui n'étaient pas forcément bien imprimées sur le prototype. Oui, elles étaient mal coupées, regarde, il y avait celle-ci, elle est mal on pouvait quand même jouer, c'était ça. On pouvait quand même jouer, et on a quand même joué, on y a pas mal joué en fait, parce que ça fait partie des jeux qu'on nous a réclamés après au chalet. On adore ça, nous, quand on fait une vidéo, qu'on apprécie le jeu évidemment, parce que sinon on ne le ressort pas avec plaisir, et que les éditeurs qui se succèdent derrière nous demandent c'est quoi les jeux du moment, j'ai envie de jouer, et souvent c'est les petits jeux qu'on ressort le plus facilement, et celui-ci, il y a eu une vraie appétence de pas mal de monde pour ce jeu-là, parce qu'il y a ce côté, oui, c'est un jeu de pli. Il y a plein de jeux de pli en ce moment, mais c'est pas un jeu de pli classique parce qu'on le range dans la catégorie, en tout cas moi je le range dans la catégorie jeu d'ambiance. Oui, je trouve que dans le plaisir du jeu, il y a ce truc de pourrir les autres et donc de rigoler en fait. Et des fois, moi il y a pas longtemps j'ai fait une partie où je savais que j'allais perdre en faisant ce coup-là, mais il était tellement magnifique pour rigoler que du coup je l'ai fait quand même. Et ça fait partie de ce côté ambiance du jeu. J'avoue que j'ai tendance à faire ça aussi dans un jeu quand j'ai une idée de coup un peu bizarre où je me dis ça je vais pas le tenter. Hier je vous ai vu jouer à Agent Avenue avec Ludovic à un moment où il risquait d'avoir 3 cartes qui le font perdre direct et je vois qu'il a la 3e en main. Et je crois que moi je l'aurais mis face cachée pour rigoler, pour voir si pour tenter des trucs. Vous avez peut-être pas compris parce que je vous ai pas expliqué les règles d'Agent Avenue, mais c'est très malin comme jeu également qui sort chez Yellow et auquel on a envie de jouer en boucle. Je vous lis sur le chat, on a Super Stylès qui nous dit les jeux de société sont un atout exceptionnel dans la vie, un héritage, évidemment un apprentissage, un ornithorynque, que dis-je, une péninsule. Je crois qu'on se moque de moi. Ensuite, on a Dominique qui nous dit qu'il attend Wizard Cup et Danger au Québec. Dominique il travaille la nuit parce que là on est au Québec. Donc alors Wizard Cup il doit arriver et Danger peut-être un peu plus tard. Wizard Cup je suis sûr parce que on travaille avec Randolph. Ouais. Et je crois que Danger aussi. Je suis pas sûr à 100% parce qu'on en a parlé à Cannes, mais je me rappelle plus la conclusion. Mais il devrait arriver. Ça devrait arriver au Québec. 2 futurs achats. Comment ça marche d'ailleurs ? Tiens, je me pose la question pour des personnes qui voudraient récupérer un jeu au Québec, mais avant la localisation. Il y a moyen, ils ont avant la localisation c'est possible de faire de la part ou c'est vraiment absolument hors de prix de faire 4 fois le prix du jeu ? Ça, j'en ai pas trop conscience, mais ils commanderaient sur un site, j'imagine, type Philibert ou n'importe quel site de VPC, ou peut-être même Amazon. Il faudrait qu'ils commandent en France, ils auraient le transport, les taxes douanières, j'imagine que ça serait assez cher. Enfin, quasiment le prix du jeu. Après, quand le jeu il vaut 10 €. Oui, ça peut se faire, mais effectivement, si on attend avec beaucoup d'impatience. On a Passion Jeu qui nous dit qu'il a joué à Danger au Fige, super ambiance, ça comble complètement mon côté sadique. Ah mon Dieu. Mais oui, mais bon, après on aime bien dans le jeu de société justement pouvoir utiliser son côté sadique qu'on n'utilise pas dans la vie évidemment quotidienne. On compte sur vous, c'est important. Un petit mot sur le jeu qui est sélectionné pour les Sabliers d'Or. Moon Knight. Regardez, on a la boîte ici. On n'avait pas forcément vu la boîte, ou peut-être à Cannes, tu nous l'avais ramené. Je devais avoir un prototype. Il était encore en papier, on l'avait imprimé au bureau. Ça, c'est pas les boîtes définitives, encore une fois, c'est les prototypes qu'on fabrique chez... Mais c'est la bonne taille de boîte. Oui, là, on les fabrique chez Asao. Regardez, toute petite boîte qui tient dans la main, donc c'est la même taille de boîte que Wizard Cup. Exactement, c'est le même type de gamme, et je crois que c'est exactement le même matériel, 40 cartes et 3 jetons. Donc, ça rentre dans la poche, quasiment, franchement, on peut le mettre dans une grande poche, et c'est un tout petit jeu, pour 2 joueurs uniquement, et on vous le montre, là c'est teasing, la semaine prochaine on est à fond, on va enregistrer la règle là, cette semaine, pour pouvoir vous le présenter lors des Sabliers d'Or, ça sera le samedi matin finalement. Oui, c'est ça. On a changé hier l'horaire, samedi matin. On vous présente ce jeu, vous venez un peu conclure la dernière journée des Sabliers d'Or, mais vous êtes tenant du titre avec Backstory. Vous aviez remporté le vote du public qui ponctue cette émission-là. Et évidemment, on le dit à chaque fois, tous les jeux qui sont sélectionnés, nous, ce sont nos coups de cœur de tous ceux qu'on nous a présentés, donc on est ravis de pouvoir vous les présenter sur cet événement-là, qui est un événement positif d'accompagnement aussi. Ce sont des jeux qui sont présentés en avant-première, donc pour nous, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important. Je me suis rendu compte que je ne le disais pas assez les années précédentes. La sélection, c'est déjà pour nous l'accomplissement de cet événement-là. C'est un label d'une certaine manière. C'est les jeux du Sablier d'Or, ce sont les Sabliers d'Or. À la fin, il y a un vote du public et il y a plusieurs informations dans ce vote-là qui sont rigolotes à partager avec tout le monde. Tout petit jeu avec quelques cartes, mais hyper malin. Regardez comme elles sont chouettes les cartes là, c'est vrai qu'on ne les avait pas encore tellement regardées en émission. Elles sont illustrées par Noémie Chevalier. Exactement.
qu'on avait déjà vu, hein, sur quel jeu ? Courtisan, exactement. Superbe jeu. Ben, en voilà un deuxième superbe jeu. C'est une illustratrice qu'on risque de repérer régulièrement sur les boîtes avec l'envie d'acheter systématiquement parce que vous avez, alors si vous êtes amateur de loups, là c'est parfait. Voilà, c'est nickel. De quoi avoir de bonnes idées de tatouage. non, on en parlait hier, clairement. Oui. Ou de t-shirt. Oui, donc c'est un jeu donc pour 2 joueurs d'affrontement, de recouvrement en fait, et de majorité. Alors je sais pas si c'est les bons termes pour le définir, mais on a chacun un deck de loups, donc soit les bleus, soit les blancs, et on va venir poser ces cartes sur un territoire qui va être de 3 par 4. Ouais. Oui, à la fin, on va avoir un tableau. Pas forcément dans le même sens, hein, le territoire final. Soit il peut y avoir 4 lignes, soit il peut y avoir. Tu vois, là pour l'écran, ça va être 3 lignes. Là, et on peut, il y a toute une mécanique où on peut venir recouvrir un loup adverse de valeur strictement supérieure, strictement inférieure. Donc un 4 peut venir recouvrir un 3, etc. Donc on va comme ça et on va essayer de gérer d'avoir le plus de force dans chaque ligne. Donc s'il y a 4 lignes ou s'il y a 3 lignes, c'est pas tout à fait la même chose. On fait une manche, celui qui remporte la manche, il va gagner un nouveau loup, donc c'est les loups rouges, qui va lui permettre d'améliorer son deck. Et celui qui perd la manche, il va gagner un pouvoir, donc c'est les cartes je sais pas si on les voit qui sont là-bas. Et là, il a un effet one-shot souvent assez fort. On refait une manche, et du coup, le premier qui remporte 2 manches a gagné la partie. Bon, les manches, elles durent 5 minutes. Ça va très très vite. Il faut gagner 2 manches. Donc le fait de gagner un pouvoir à la fin de la première manche, ça permet aussi de, non pas rééquilibrer le jeu, mais de mettre souvent une tension, parce que c'est pas rare que ça soit l'autre joueur du fait de son pouvoir qui remporte la deuxième manche, et tout va se jouer à la troisième, vous l'avez compris. Alors ça dépend, hein. Ça dépend vraiment des parties, ça dépend des stratégies. Ça va très vite. C'est technique, et moi j'aime bien en fait, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné, hein. Évidemment, là je suis obligé de dire que j'aime bien, mais ça concentre beaucoup de sensations dans un tout petit jeu. Oui, c'est un jeu avec pas mal de tension sur la position de réflexion sur le deck, qu'est-ce qui nous reste, parce qu'on a les mêmes decks de cartes, non strictement, donc on peut savoir, il a déjà joué ses 4, donc il peut plus me recouvrir mes 3, etc. Parce que certains loups ont des effets, on sait que les 3 ils font plus de points à la fin, ou ce genre de choses, donc il y a ce truc qu'on peut retrouver dans un jeu de pli, de compter les cartes, de savoir les atouts sont passés ou pas, donc ici les cartes fortes de recouvrement, on va pouvoir les compter pour... Donc on va pouvoir essayer de l'attirer pour dire je vais lui mettre ça pour qu'il me recouvre pour qu'ensuite je puisse jouer là. Il y a toute cette dimension là et c'est très, très, très tactique. Et après du coup on a les pouvoirs et les loups supplémentaires qui viennent varier un peu la donne. Je parle un peu du dessous des cartes, justement, sur les sabliers d'or, parce que c'est un événement dans lequel on sélectionne souvent sur règles. Donc on reçoit des règles, on en discute, on fait des réunions entre les différents membres qui composent l'équipe. Et là, on est sur mon type de jeu, qui n'est pas forcément le type de jeu de Pénélope, d'ailleurs, qui fait partie également de l'équipe. Elle, je ne sais pas si elle y a joué, je crois qu'elle a lu les règles, enfin je sais qu'elle a lu les règles, mais je ne sais pas si elle a joué au jeu, à celui-ci en particulier. Je suis pas sûr. Et de ce fait, elle s'est concentrée forcément sur la lecture des règles. Et moi, naturellement, parce qu'on défend aussi, il y a un côté perso dedans. On a des jeux on a reçu tellement de bons jeux cette année, ça a été terrible de faire la sélection. Terrible parce on est déçu parfois de refuser un jeu qu'on aime bien, tu vois. Il y a ce côté-là, mince, j'aime bien le jeu, puis je vais dire non à l'éditeur, c'est bizarre quand même. Et sur celui-ci, l'avis d'Aline a beaucoup compté, parce que justement, moi, c'est mon type de jeu, donc c'est plus simple pour moi, mais Aline, c'est pas forcément son type de jeu, mais elle adorait la partie, parce que t'es venu, il a eu de la chance, ce jeu-là, on a eu l'occasion d'y jouer en plus, et elle s'est retrouvée tout à fait dans le plaisir de cette partie-là, et donc voilà, on est ravis de vous le présenter lors de cet événement-là. Ça sera... il y a des spots, des journées où je me dis je vais prendre beaucoup de plaisir à jouer, donc on ne sait pas encore qui participera à chaque jeu, mais celui-ci, je compte bien l'emporter. On va voir, on fera peut-être un petit tournoi pendant cet événement-là, comme les parties vont vite, quand on est quelques-uns, on va peut-être enchaîner, puis faire une grande finale, un tournoi, une finale, pour voir qui remporte Moonlight. Ça sera pour le samedi matin de la semaine des Sabliers d'Or. Venez nombreux, réservez votre semaine, évidemment, pour suivre ce jeu. C'est Moonlight, toute petite boîte. Je ne sais pas si on a dit le nom des auteurs, parce que... oui, Thomas Favrolière et Alexandre Aguilar. Ouais. Voilà. Qui pourra pas venir, m'a dit Alexandre, sur l'événement. Mais il y aura Thomas. Il y aura Thomas qui sera là, ouais. Voilà, on espère le recevoir de nouveau bientôt. Ça dépend des disponibilités des uns et des autres. Et on va vous parler, évidemment, de Shifters. Ça, c'est la grande nouveauté. Donc, c'est un jeu auquel vous n'allez pas jouer tout de suite, mais que vous allez pouvoir éventuellement suivre, pledger assez rapidement sur Kickstarter ou sur une autre plateforme ? Sur Kickstarter. Sur Kickstarter. Shifters, c'est votre nouveau projet. Alors, combien vous faites de financement participatif par an ? Moins de 1.
Moins de 1, 0,7. 1, on va dire. 1. Un jeu. Donc c'est votre financement participatif de cette année. Il y en aura d'autres derrière? C'est une question. Cette année, non. Non. Et l'année ça prochaine, prend du temps. Est-ce que tu cibles déjà? Est-ce que tu as déjà des choses où tu te dis, ah ça je sais? Ouais. Oui, après en tant qu'éditeur, on prépare nos calendriers à 2 ans. Donc en vérité, on sait déjà ce qui va arriver en 2026. Aline me dit qu'elle va s'entraîner sur... Non, je vais le cacher. Bah non, faut pas qu'on s'entraîne trop. Shifter, donc le financement participatif de cette année, donc pour tout début mai, vous allez pouvoir le pledger éventuellement si le jeu vous a tapé dans l'œil. On a fait une vidéo hier, donc on la diffusera sur la chaîne, ça vous donnera une meilleure idée du jeu. Moi je l'avais vu passer, on en avait déjà parlé quelques fois lors de tes précédentes venues. Donc ça m'avait créé plus ou moins des envies, avec une petite limite quand même. En ce qui me concerne, c'est que tu me l'as présenté en disant c'est un coopératif. Je suis moins amateur de coopératif de base. Alors c'est bête parce qu'en fait j'aime pas me placer dans une catégorie. Parce que même les gens qui nous suivent, ils ont retenu cette phrase-là et souvent ils se disent c'est un jeu coopératif, on va pas le proposer à un monde de jeu. Faut pas que je dise ça trop du coup parce que des fois et souvent j'ai des très bonnes surprises. Backstory par exemple. Oui, il y a le côté narratif, ça change un peu de... Ça change un peu, mais quand même. Enfin, sur le narratif, je sais pas, la coop, c'est pas tout à fait pareil, mais... Ouais, puis il y en a eu plein d'autres. Nous, il y a une année, on a élu notre jeu de l'année, c'était un jeu coopératif. Il y a il s'agissait de Spirit Island, qui nous avait vraiment impressionné sur cette catégorie-là. Il y a plein de jeux que j'aime bien, en réalité, simplement... Quand on se résume trop, les gens nous caricaturent naturellement. Donc celui-ci, mais quand même, malgré tout, je sais que je suis moins friand de jeux coopératifs à effet leader, il faut que je rajoute ça derrière. Et là, c'est pas tout à fait le cas d'ailleurs. Il peut y avoir un petit peu quand même de discussion. Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça serait pas du tout intéressant. Enfin, ça casserait le jeu, quoi. Ouais. Surtout les jeux coopératifs, de toute façon. Shifter, l'illustration est belle, nous dit Pay-Per-View. Hop, j'ouvre la boîte. Alors c'est du proto à fond ici, mais on a envie de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça comme ça après. On va tout mettre en vrac à l'intérieur. Ça serait rigolo. Ce serait marrant de faire un KS comme ça. Ça serait marrant pas très longtemps, je pense. On se ferait vite. Parce que les gens pledgeraient. C'est pas sûr, mais tu sais, il y a toujours ces trucs des gens qui ont fait des KS des fois sur n'importe quoi pour déconner. Ils ont levé, parce qu'il y a eu une com, 1 million d'euros sur une bêtise. Alors que nous, on passe 5 ans à faire des jeux. Incroyable. C'est vrai que le jeu de société, t'es pas forcément gâté parce qu'il y a beaucoup de matos généralement dans ces boîtes et beaucoup de savoir-faire qui sont mélangés. Et là, Mais 1 million d'euros, t'as déjà fait quand même? Non. Jamais? Non. Jamais? C'est celui-là. On verra, parce que là, il faudra en vendre un paquet. Par rapport au prix, quoi. C'est plus facile de faire 1 million avec un jeu à 150 euros qu'avec un jeu à 40. Dans ce jeu, vous allez, alors en ce qui concerne le pitch, vivre des successions d'aventures. Comment tu le racontes? Oui, on traverse des niveaux, si on peut faire une allégorie avec le jeu vidéo. Donc il y a différents niveaux avec différents univers. Et ça va être assez classique de ce type de jeu, j'entends en jeu vidéo, où on va avancer de lieu en lieu avec des choix de chemin. Et à chaque lieu, il va y avoir soit des ennemis, soit des recrutements, soit des pièges. Voilà. Et donc le but étant de traverser ce niveau pour aller au prochain. C'est vrai que quand on voit ça nous fait penser à Dead Cells, qui a également des petits niveaux comme ça sur lesquels on va choisir les chemins qu'on va prendre. C'est pas du tout le même jeu, rassurez-vous. Le jeu est très différent après dans sa mécanique, dans son rythme. Par contre, c'est pas inspiré de Dead Cells, évidemment, c'est inspiré des jeux vidéo dans lesquels, effectivement, quand on vit ce genre d'aventure, quand on se lance dans un niveau, où on se représente les différentes plateformes sur lesquelles on va aller. Là, il y a des monstres. Ici, on va pouvoir se récupérer on va looter des personnages supplémentaires. Et on a plusieurs niveaux qui seront présents à l'intérieur du jeu avec du renouvellement. Ce qui est fascinant et ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est cet aspect-là. Parce que moi, vraiment, j'y repensais. Là, j'y jouais hier, tu m'en avais parlé plusieurs fois, mais le fait d'y jouer, ça change complètement ses impressions et j'y repensais derrière. J'ai réfléchi à ce jeu-là en particulier en se disant, mais cette mécanique, elle est super. Et on a envie d'avoir plein de types de jeux d'ailleurs, parce que là, on a parlé, il s'agit d'un coopératif, mais tu pourrais imaginer d'autres types de jeux avec la même mécanique et avec les mêmes casse-têtes que cela génère. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, initialement, c'était pas... là, il a un petit côté roguelite dans la dynamique. Et c'est ça qui va beaucoup, aussi... ça, je pense. Ouais. Et c'est ça aussi qui le compare à Dead Cells, en fait. Mais en fait, initialement, le tout premier prototype avec cette mécanique, c'était un jeu compétitif de conquête de territoire. Oui, c'est possible. Et cette mécanique est très originale en elle-même, donc on pouvait imaginer plein de choses. Ça arrive souvent, je pense, pour les auteurs de jeux, de trouver une mécanique qui est chouette et de se dire, mais dans quel jeu je vais la développer, celle-ci ?
C'est intéressant après pour pouvoir la creuser. Et donc c'est Jean-Philippe Sahu, l'auteur, qui avait créé la mécanique. Et moi j'avais un projet de roguelike à l'époque. Et en fait, en discutant ensemble, on a décidé de faire ce jeu-là. C'était il y a un moment. Parce que le tout début du projet, je crois que ça doit dater d'il y a 5 ans. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu qui a mis du temps à se terminer. Ça, c'est une question qu'on a envie de poser régulièrement, c'est vous avez combien de projets sur lesquels vous pouvez potentiellement faire un jeu plus tard? Est-ce que tu sais le nombre actuel? Il y a une étagère avec des numéros de projets. Alors on a nos jeux signés, donc on a plusieurs développeurs à la boîte de jeux, donc chacun a ses projets. Moi j'essaye de ne pas en avoir beaucoup plus que 3 en même temps. Après des fois ils sont croisés parce qu'au-delà de 3, souvent il y en a un qui attend et qui avance pas. Mais ça arrive d'en avoir plus. Et actuellement, la boîte de jeu, on a facilement, sans problème, 6 projets en cours. Ouais. Sans problème, je pense qu'on est même plus à 7. Rachel... Et c'est normal parce que en fait, le temps de développement d'un projet, il est long. Et donc, il faut avoir ceux des années suivantes parce qu'il y a des phases, il y a des moments où on attend, notamment la phase d'illustration. En fait, ça va être une phase où on va être peut-être moins actif aussi. Donc, tout ce temps-là, la phase de fabrication, il faut avoir d'autres projets en cours. Rachel nous pose exceptionnellement une question pertinente. On y revient juste après, Rachel, mais on va montrer un peu la mécanique puisqu'on a commencé à en parler très rapidement. Je me lance, j'essaie d'expliquer. Vas-y, on va voir, tu me corriges, hein, ouais, tu me donnes une note à la fin. Vous avez un deck de personnages dans votre main avec des petites actions qu'ils vont pouvoir faire. Donc, mais c'est un peu comme... ça m'a fait penser derrière, parce que c'est pas du tout de la pose d'ouvrier. Il y a un côté deck, je vais faire du deck building. Mais malgré tout, dans la pose d'ouvrier, tu as ton personnage, et dans certains jeux de pose d'ouvrier, on a rajouté une surcouche en ayant des personnages qui sont typés, qui vont pouvoir, eux, plus particulièrement récupérer, par exemple, des travailleurs ou alors attaquer. On a déjà vu ça. Et en réalité, là, vous avez un jeu de cartes. Vous avez un plateau sur lequel vous allez pouvoir poser vos cartes, mais dans la sensation, et c'est pour ça aussi que moi ça m'a vraiment intéressé en y jouant, que j'ai eu des sensations qui m'ont plu, c'est que vous avez quand même ce côté, j'ai mes personnages, je vois mon côté pose d'ouvrier simplement. Au lieu de les poser sur cette action, je pose ce personnage sur cette action pour qu'il réalise cette action, vous allez le poser sur une sorte de tapis roulant. Vous voyez les flèches ici qui sont là. Je choisis, à mon tour de jeu, je peux poser 3 personnages et je le pose sur mon tapis roulant, donc il va pouvoir potentiellement faire plusieurs actions dans les tours qui suivent. Au moment, après les avoir posés, ils vont avancer sur le tapis roulant et aussitôt, on va faire les actions qui match, c'est-à-dire que ici, voilà, ça match, on a le bouclier, donc on va pouvoir protéger l'équipe. Pas du tout le cœur, ça matche pas, donc il va pas faire cette action-là. Celui-ci, il fait tout. Donc naturellement, il va nous faire gagner un point de vie, j'ai pas mis les cœurs, mais on gagne un point de vie au-dessus. Et celui-ci, non, là, ça matche pas. C'est tout pour ce tour-là. Au tour suivant, j'ai de nouveau des cartes, peut-être j'ai enrichi ma main, j'aurai d'autres cartes en main, je vais pouvoir rajouter jusque 3 cartes, donc ici par exemple, celui-ci ici, on peut se mettre sur une case qui est déjà occupée, et celui-ci ici, et hop, ils vont avancer, et de nouveau, nos personnages, nos ouvriers d'une certaine manière, puisque j'aime bien faire cette comparaison-là, vont de nouveau réaliser des actions en fonction de leur avancement, donc il y a à la fois un côté un peu gestion de deck de cartes, à la fois un côté action, puisqu'on va pouvoir réaliser à la manière d'un jeu de pose d'ouvrier, justement, et puis en même temps de la programmation. Ça, c'est des mécaniques que j'adore, moi, le fait de programmer, de me dire sur 3 tours, il va falloir que je fasse en sorte de pouvoir avancer mes personnages, et notamment celui-ci, là, qui est très très important, parce que au moment où les personnages sortent, on va pouvoir faire des actions qui leur sont associées, qui sont marquées en bas de la carte. Vous avez vu qu'il y a un bas au niveau des cartes, et ce personnage-ci en particulier va nous permettre de récupérer nos cartes pour les remettre en main. Exactement. Comme on le fait naturellement dans un jeu de deck building. À la fin de son tour, quand on n'a plus de cartes, on les remélange. Là non, il faut que celui-ci sorte de notre tapis roulant. Et quand on sort une pile de cartes, on peut faire un seul effet. Donc il y a ce truc de, on va les empiler pour maximiser les icônes et les productions de ressources, mais quand ça sort, on va pouvoir en faire qu'un seul, donc il faut bien se coordonner. Et voilà. Et donc cette mécanique qui est simple mais qui peut être assez exigeante dans son application, parce que imaginons que cette carte là qui permet de remonter tes cartes, tu l'as mis là, ouais, et là tu as un nombre de tours assez conséquent avant de récupérer tes cartes. Et du côté programmation, si tu l'as pas anticipé, ça peut être rude. On est en matinale, il y en a beaucoup qui écoutent cette émission plutôt qu'ils ne la regardent. Je me doute bien que vous n'avez pas tout compris peut-être à ce que je vous ai expliqué là. On a essayé d'être le plus simple possible, mais c'est des sensations, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette sensation de jeu. Quand je vous parle de mécaniques qui n'ont, peut-être pour l'auteur va me dire ça n'a rien à voir Martin, pourquoi tu parles de pose d'ouvrier, mais en fait c'est dans la sensation je comprends, qu'il y a des analogies pour moi
mois, deck building, programmation, pose d'ouvrier, réflexion sur la constitution de sa propre équipe, donc le fait de récupérer des nouvelles cartes en cours de partie, parce que en fonction des runs, vous allez passer par des salles qui vous donnent de nouvelles cartes. Entre chaque mission, vous allez essayer d'enrichir votre main pour préparer la mission suivante. Tous ces aspects-là créent des sensations qu'on a envie d'avoir, en tout cas moi j'ai eu envie d'avoir autour de la table, et qui me donnent envie de découvrir le jeu dans son ensemble. Et c'est là qu'on revient sur la question de Rachel, qui était intéressante, évidemment, qui nous demande pourquoi faire un financement participatif pour un jeu à 40 €. Parce que sans doute que le jeu, on peut le récupérer à 40 € et on pourra le récupérer à 40 € dans les boutiques par la suite. Moi, je trouve la question... c'est une question qu'on a des fois, et j'ai envie de dire, pourquoi pas. La question est très bizarre, c'est comme si ce choix-là, il devait être fait sous contrainte. Ouais. Moi, j'ai envie de lui répondre, ma première réponse, ça serait, à partir du moment où... c'est mon choix, je pourrais le vendre si vous voulez sur mon site, je pourrais... Oui. Donc cette question-là, je la trouve toujours bizarre, mais après, pour expliquer, c'est un jeu comme ça, il y a quand même 42 000 € d'illustres. Oui, Et que avant de rembourser 42 000 € d'illustration en boutique, il faut se rendre compte des volumes qu'on fait en boutique sur un jeu assez particulier, parce que c'est 1-2 joueurs. C'est pas simple. En réalité, on peut pas. On pourra jamais rembourser ça sur cette typologie de jeu. C'est super intéressant de le savoir, parce que les gens parfois ont aussi un regard un peu critique sur les financements participatifs, parce qu'ils ont l'impression qu'on fait appel à eux et que tu sais, il y a toujours cette réaction, un petit peu de protection. On se dit non, on nous utilise avec cette fameuse expression de on est des vaches à lait, tu sais, que tu comprends pas toujours en disant c'est ton loisir, t'es pas obligé de faire les choses, t'as pas le pistolet sur la tempe. 42 000 € d'illustration. Il faut en avoir conscience, on peut pas, c'est ce que tu nous dis, on ne peut pas le faire aujourd'hui sur un jeu qui sortira en boutique, c'est trop risqué. Parce qu'il y a énormément de cartes, là on voit pas, là c'est juste le prototype, il n'y a que 2 scénarios, il n'y a pas tout, mais il y a énormément de cartes et chaque carte a une illustration. C'est aussi après, on pourrait, donc on travaille à faire les jeux pour qu'ils soient qualitatifs dans ce qu'ils proposent aux joueurs. Et du coup, c'est un énorme travail, il y a beaucoup d'illustrateurs, il y en a 8 je crois. Et ne serait-ce que ça, c'est très complexe. Après, il y a aussi le fait que, comme c'est ce type de jeu de cartes où on peut développer, entre guillemets, je vais dire des extensions, mais d'autres choses, on avait fait beaucoup de choses avec Jean-Philippe, et à partir du moment où c'est un 1-2 joueurs, c'est aussi un peu niche en termes de positionnement commercial. Finalement, il y a très peu de place pour un jeu 1-2 joueurs qui serait à 50 ou plus €. Donc en boutique, on a travaillé à une version... resserré du jeu avec en fait celle qu'on a jouée nous en vidéo qui est très chouette, mais pour que son prix soit en adéquation avec ce type de vente, donc à peu près 35 €. Et sur KS là, pour on va dire 45 €, je sais pas exactement encore, il y a beaucoup plus de choses et il y a un jeu qui en fait c'est 2 offres assez différentes, donc moi je les oppose c'est pas. Ça en fait le KS te permet aussi de proposer d'autres choses, parce qu'il y a cette réponse là aussi qui est intéressante pour ceux qui suivent, c'est que sur KS vous allez avoir un exemplaire unique de ce jeu. On lui espère une belle vie en boutique, bien entendu, puisqu'il y aura la possibilité de l'acheter directement par là si vous êtes allergique au financement participatif, ce qui arrive aussi. Mais si vous voulez aider aussi l'éditeur parce que c'est important pour vous aussi pour créer ce jeu. Geeklet qui nous dit j'aime les cartes, je vais suivre ce KS de près, je pense. Je pense vraiment que ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. Il va y avoir d'autres options sur d'autres éléments qui seront propres au KS. Il y a de l'exclusif sur ce jeu-là. Oui, on avait un peu arrêté et là on a fait parce que en fait les extensions en boutique, notamment pour ce range de jeu-là, c'est très compliqué. Les volumes sont trop bas, finalement ça fait du linéaire pour les boutiques, c'est pas forcément des choses... Il y a certaines boutiques qui les vendent très bien encore une fois, mais moi je peux parler que globalement et mondialement, c'est des choses qu'on vend pas très bien en réalité et qui demandent du temps pour le distributeur, pour tout le monde. Donc l'idée là c'est... en fait on n'en fait pas en généralement et du coup comme on avait développé des choses et qu'il y a plein de choses super intéressantes, on a choisi le KS et après ça fait aussi partie du fait que en fait on aurait pu le mettre sur KS à 60-70 € et cette question là de pourquoi 40 €, elle serait pas venue. Franchement, vu le matos... oui, c'est vrai que c'est possible de faire une très grosse boîte sur ce jeu-là. Mais notre choix, c'est aussi toujours d'essayer de ne pas vendre les jeux trop chers. Ça fait partie d'une politique que j'ai, en tout cas. Et du coup, voilà, c'est plus un effort de le mettre à 40 € sur KS que... Mais en boutique, on ne pourrait pas vendre tout ce qu'il y a sur KS à 40 €. Ce serait impossible. Le panel de choix est important de toute façon sur des jeux de société. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut agir en tant qu'éditeur et c'est vrai que ces shows-là, on va en reparler juste après, sur les financements participatifs, ils sont intéressants en soi parce que ça raconte des histoires différentes. Et l'autre point qui n'est pas complètement anecdotique aussi, c'est aussi qu'il faut qu'il y a un truc de temporalité du marché.
après les boutiques pourront confirmer ou infirmer, mais nous, ce qu'on ressent, c'est que depuis quelques années, depuis 1 an, 2 ans, tous les jeux qui dépassent 35 €, les volumes, ils sont sinistrés en boutique. Parce que j'imagine qu'il y a une conjecture économique, etc. Et que c'est très compliqué pour nous, un jeu qu'on a mis 5 ans à développer, sur lequel on fait des investissements forts, de l'envoyer directement en boutique. Parce que, en fait, il n'y a pas forcément le public. Là où quand on va faire des jeux, je sais pas, Danger, etc., on n'irait pas sur KS pour ça, mais là on est sur des volumes qui peuvent être très importants. Oui. Le public s'est resserré sur des prix beaucoup plus bas. Il y a 2 ans, je me rappelle avoir un jeu à 45 € en présentation professionnelle, donc, et aussi bien je perds ma voix, aussi bien les partenaires export que les boutiques, en fait, les retours qu'on avait, c'était non, en fait, je regarde pas parce que j'en prendrai probablement, mais de toute façon, j'ai pas beaucoup de clients pour ça. Ouais. Là où, à l'époque où on a fait It's a Wonderful World, c'était vraiment un segment qui était très très porteur. Ce segment-là, 40-45 initié, il a quand même beaucoup baissé en volume, et c'est un retour de quasiment tous les éditeurs, donc je pense quand même que c'est conjoncturel. Oui, de toute façon, le monde du jeu évolue énormément. Geeklet, n'hésite pas effectivement à jeter un petit coup d'œil, parce que toi qui aimes bien aussi les jeux dans lesquels il y a de la programmation, et puis des jeux des jeux un peu à l'allemande. Moi j'aime bien les jeux à l'allemande, mais vraiment je me suis éclaté parce qu'il y a ça aussi, pour les joueurs qui se posent la question sur les coops, et j'ai beaucoup de copains qui me disent moi je suis pas trop coop, et là vraiment tu es sur ton plateau, et il y a des moments où on jouait l'un à côté de l'autre, vous le verrez dans la vidéo quand on va la diffuser, où je suis quand même très concentré, je sais même pas ce que tu fais exactement, on discute parce qu'on parle de ce dont on a besoin pour réussir la mission en cours, mais je suis concentré sur l'organisation de mon petit plateau, comment je vais faire, et j'avais un peu ressenti ça dans Spirit Island qui nous avait beaucoup plu. Je regarde là-bas parce qu'à un moment il était là-bas. Est-ce qu'il y a du Spirit Island là-bas? Non. J'ai des réflexes d'emplacement de jeu qui ont évolué depuis le temps. Mais de la petite organisation de mon truc. Aussi, il y a un truc T'es concentré sur ton truc, et mais je pense que tu vois, je suis la cible effectivement comme Geeklet de ce type de jeu coop. Et comme elle nous dit, je suis clairement la cible, et comme toi je suis pas coop. Et là ça titille. Oui, je crois que on se rejoint là-dessus. Pardon. Il y a une telle concurrence pour les sorties de jeux, nous dit Draxa, que le consommateur doit faire des choix. Oui. Et puis surtout, dans mon cas, pour entrer dans une ludothèque de jeux, doit soit être original, soit remplacer un autre. Oui, c'est le cas dans tous les domaines culturels. En fait, le jeu n'échappe pas à ça. On en parle, nous, dans notre matinale du lundi, dans lequel on revient sur les autres domaines, et on se voit que notre temps libre, il est limité. Entre faire un jeu, regarder une série, lire un livre, il y en a plein qui nous font des envies. On pourrait mettre, j'ai envie de ce produit sur énormément de choses. Il faut choisir. Choisir, c'est renoncer, tout ça. On va parler des financements participatifs de manière un peu plus générale. Il y a eu quelques actualités ces derniers temps, et comme tu as un regard particulier sur les financements participatifs par ceux que vous avez fait, vous n'avez pas forcément fait les mêmes jeux que tout le monde sur ces plateformes-là, et aussi par ton accompagnement, vous avez fait un peu d'accompagnement de financement participatif. Oui, on a fait 2 fois, pour Scorpion Masqué, pour Dead Cells justement. Ouais, qui a très bien marché. Et pour Super Meeple sur Tikal Legends. Un gros succès, mais les 2 jeux ont été financés. J'ai sélectionné. Alors écran noir, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer. Il faut juste que je réindique à mon logiciel de nous afficher l'image. Il oublie tous les matins, c'est... Aucune mémoire. Ouais. Donc j'ai noté les différentes actualités qu'on a vues passer dans les actus ludiques. Donc il y en a plusieurs, tu reviens dessus, tu nous dis ce que tu en penses ou pas, en fait. Il n'y a pas de question piège dans ces différents thèmes. Par exemple, cette semaine, on a parlé de l'initiative de Fred Henry, qui réfléchit toujours avec, je pense, beaucoup d'authenticité sur ces questions de financement participatif, en essayant de proposer des choses qui, dans le concept, parce que c'est vrai que c'est des laboratoires, les financements participatifs, dans le concept, le séduisent. Et là, actuellement, il en a marre des stretch goals, visiblement. Oui. Et il propose, alors juste avant de te laisser parler, il propose de convertir, de ne pas faire de stretch goal spécifiquement sur son projet, mais d'offrir un cashback pour ceux qui financent son prochain projet. Alors on en parle plus finalement de cette idée-là que du prochain projet, d'ailleurs c'est rigolo. Ragebuster Reloaded, Reload plutôt on dit. Ouais, je crois. Pardon. Reloaded, c'est vraiment pour Ragebuster Reloaded. Exactement, et donc il propose un cashback pour ceux qui, si le projet gagne quelques paliers, à utiliser sur sa plateforme. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là ? Je la trouve bien. Il y a une vérité qui est que moi-même j'ai toujours dit... je partage beaucoup de choses avec Frédéric Henry, on a pas mal parlé ensemble sur la vision du crowdfunding.
et des choses qui est que peut-être le public aime bien le côté fable de tout ça, que on est plein, on va débloquer des nouveaux trucs, et que pour la maturité du secteur, ce serait intéressant quand même qu'à un moment on leur explique qu'il n'y a pas de magie. Ouais. Si on te donne des stretch goals qui n'étaient pas prévus, tu vas avoir méga de retard ou ça va être un problème, ou voilà, il va y avoir un problème. Et sinon, tout était prévu, donc tu les avais déjà payés initialement. Il n'y a pas de magie là-dedans. Nous-mêmes, quand on fait des stretch goals, je l'ai déjà dit et je peux le redire, c'est juste du spectacle. C'est-à-dire que le projet, il est déjà intégralement... On a pu créer des choses pour faire des stretch goals, mais on les a testés, chiffrés, ils sont dans le prix. Et après, on stretch la libération en fonction du rythme de la campagne, parce que on a l'habitude de suivre, on sait comment ça va évoluer, donc on dit bon bah là, on va mettre des paliers de temps, et puis si ça marche beaucoup plus fort, on va augmenter juste le palier qu'on avait prévu, mais le dernier stretch goal, vous l'avez le dernier jour, tel qu'on l'avait prévu, il n'y a rien de plus, rien de moins. Et à la rigueur, des fois, il peut y avoir quelques trucs en moins, on se dit bon bah si on passe ce truc là, mais c'est déjà prévu aussi. En fait, tout ça est pas du tout magique. Et son idée, c'est plus de dire, bon bah, on vous montre le projet en fait intégral et vous vous faites une idée sur le jeu, vous achetez un jeu, et moi c'est toujours ce que je trouve, vous achetez pas une histoire ou une promesse, vous achetez un jeu, on vous le donne, on vous le montre en entier, et ensuite, si ça marche, bah, on fait du cashback en plus sur la boutique Monolith, et il l'explique très bien, c'est intéressant pour lui, c'est intéressant pour les backers, et dans tous les cas, le jeu, tu l'as payé le prix que tu l'as vu, il n'y a pas de triche là-dessus. Je trouve ça très bien, il a essayé plein de choses, je trouve cette méthode, elle a l'air vraiment chouette, alors il faut avoir une boutique en ligne, pour que ça marche, puisqu'il fait le cashback sur sa boutique, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs. Voilà, je trouve que la démarche elle est propre, il a toujours une démarche très intéressante sur les KS, et voilà. Il y a un côté ludique quand on crée des KS finalement, quand on réfléchit à la démarche, ce qu'on essaye de faire de choses, quand je vois les nouvelles idées de Fred Henry, les tiennes et d'autres, on se dit ah bah oui, on peut tester des choses sur ce type de financement parce que le champ est libre et derrière bah, évidemment c'est le succès, faudra regarder en fonction de comment ça fonctionne, il y a des idées qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas, on l'a vu et Fred ne fait pas exception à ça, sur certains projets ça n'a pas fonctionné, les idées étaient séduisantes sur le papier mais n'ont pas fonctionné derrière, ça arrive forcément et c'est toujours enthousiasmant de voir les tentatives différentes qui peuvent se créer. En tout cas, elles sont toujours faites de la part de Frédéric avec comment dire, une volonté de faire progresser et pas trop dans un souci marketing d'ailleurs, dans un souci d'honnêteté sur la démarche, et je trouve ça vraiment chouette. Bah souvent les gens qui prennent du temps d'ailleurs pour en parler, quand un truc paraît alambiqué et compliqué, c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être un problème, mais quand les choses sont simples, et effectivement à l'écouter on a l'impression que les choses sont simples finalement, c'est souvent qu'il y a de l'authenticité derrière. On continue avec les autres actualités dont on a entendu parler, la question des frais de douane qui fragilise, paraît-il, le marché du jeu, on ne sait pas encore exactement, mais en tout cas effectivement est-ce qu'il va y avoir de gros frais à payer entre différents projets, cette question forcément elle doit t'occuper un peu puisqu'il y a des projets qui n'ont pas encore été livrés pour certains et sur lesquels peut-être il peut y avoir des frais qui s'appliquent, on ne sait pas. En fait aujourd'hui on est à un moment où personne ne sait trop de ce que moi j'ai compris, et j'ai pas mieux compris que les autres, nos distributeurs américains qui prennent nos jeux boutiques, ils sont en attente de comprendre ce que ça va vraiment impliquer, puisque des fois ils reprennent pas des jeux qui ont marché, ils attendent de voir parce qu'ils savent pas. S'ils savent pas combien ils vont payer de frais de douane, c'est vraiment un problème sur un marché qui est en fait très resserré en termes de marge. Et puis qui paye les frais de douane À la base, j'imagine c'est eux. S'ils importent, en fait c'est celui qui importe. Donc quand eux ils nous achètent un jeu, c'est eux. Mais du coup ils veulent pas acheter le jeu le même prix s'ils ont 20% de douane. Et pour nous, pour les KS, là on navigue à l'aveugle. Là on doit livrer donc Malia. La version américaine, là on l'a terminé, ça va partir en fabrication, enfin la fin en fabrication, il restait plus que les règles. Et on va le livrer autour de l'été. On est dans l'incertitude complète parce que sur un jeu comme ça, très cher, ça peut monter jusqu'à 10 € de frais de douane. Et ça représente combien de jeux aux États-Unis ? Un peu plus de 1000 ou quelque chose comme ça. Et honnêtement, 10 €, ça veut dire qu'il n'y a plus rien sur le jeu, quoi. Voire c'est à perte. Donc on sait pas, donc nous après on est une entreprise, on a plusieurs jeux, on a plusieurs trucs, donc si on perd de l'argent là, ça sera rude, mais on va quand même livrer ce jeu et on va pas demander d'argent aux gens. C'est le prix de l'image de l'entreprise, effectivement. Exactement. C'est pour la livraison aux États-Unis. Mais ça va poser des questions, si ça reste et si ça se confirme, je vois pas comment ça ne va pas augmenter les prix des jeux aux États-Unis. Et très fortement, parce que c'est un marché qui marche par levier, c'est-à-dire que tout le monde prend sa marge, parce qu'en fait, les marges sont faites en pourcentage. Donc de ces 10 €, en fait, à la fin, au consommateur, ça va lui coûter 20, 25, 30 € en plus sur une boîte, quoi.
Floref nous dit j'ai eu plusieurs réponses, donc Floref qui doit faire plusieurs financements participatifs pour des éditeurs, soit à leur charge, d'autres. Alors voilà, il y a une question d'image qui, là on l'a bien compris à ce que tu nous dis, il y a l'image de la boîte de jeu, t'as pas envie non plus de salir ton image en redemandant de l'argent derrière, ça concerne un certain nombre de boîtes, mais les éditeurs pour qui le marché américain est central, notamment tous ceux qui font de la figurine, et où j'imagine que la question de l'image, elle peut-être cède derrière la question de leur propre économie. Après, si ta question c'est fermé ou pas, à un moment tu es obligé d'aller redemander de l'argent. Là, on le fera pas. Sur Shifters, on va quand même faire attention sur notamment les frais de port américains. On va sûrement devoir impacter ça sur leurs frais de port. Mais ce qui est un peu compliqué, parce qu'on va leur impacter à un instant T, on va le livrer plus tard. Si ces droits de douane disparaissent, c'est un peu rude pour eux, parce qu'ils ont quelque chose qui n'existe plus. Il y a des chances que c'est une guerre commerciale, une guerre elle se termine un jour, donc il y a des chances que ça ne soit pas permanent. Ensuite, 2 thèmes qui sont liés. GameFound ça on a évoqué ça il y a 3-4 semaines. GameFound espère devenir le numéro 1 du financement participatif et s'en rapproche, parce qu'il n'est plus très loin des chiffres de Kickstarter, même si on le sait, toujours c'est parfois plus compliqué en termes de communication, parce qu'il y a une vie interne sur Kickstarter qui est plus forte que sur GameFound. Il y a beaucoup de personnes qui se connectent régulièrement, ou en tout cas qui reçoivent plus facilement les informations sur les jeux qui y sont proposés. Kickstarter, lui, réagit aussi à toutes ces idées qui sont apparues sur GameFound, comme le fameux Stretch Play, qui permet aux personnes qui pledgent sur GameFound de payer en plusieurs fois. Il paraît que ça a une vraie incidence pour moi, j'aime pas du tout ça, payer en plusieurs fois. Je préfère payer cash direct et puis qu'on ne me demande plus d'argent derrière, parce que sinon je ne m'y retrouve plus. Mais il y a beaucoup de personnes pour qui ça leur permet peut-être de sortir un gros achat en se disant je vais l'étaler sur plusieurs mois. Kickstarter réagit sur ces questions-là, essaie de garder sa place de numéro 1 par rapport à la plateforme qui est développée. C'est Awoken Realms qui a développé ça. Et puis je crois que maintenant il y a Ravensburger qui avait investi, il me semble, à un moment. Je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien. C'est la guéguerre entre ces différentes plateformes. Tu as le choix du coup. Pour l'instant, tu fais toujours sur Kickstarter. Oui. Alors, en gros, GameFound, c'est une plateforme qui est beaucoup plus forte sur l'interface. Pour nous, c'est beaucoup plus simple de monter des campagnes. On fait nos pledge managers sur GameFound. Et Kickstarter, en fait, le trafic naturel aujourd'hui, de ce que j'analyse, est quand même plus intéressant. C'est-à-dire que quand on est à Awoken Realms ou qu'on est un énorme acteur du marché, on peut basculer sur GameFound parce qu'on va attirer sa communauté. Ce qui va faire mal aux autres qui restent sur Kickstarter comme nous, mais voilà. Nous, à notre position aujourd'hui, on va avoir du mal à déplacer une communauté. Et du coup, en fait, le trafic naturel étant plus faible, on prend un gros risque à aller sur GameFound. On a vu pas mal de campagnes un peu mid-range comme ça sur GameFound qui sont plutôt écroulées. Alors il peut y avoir plein de raisons, mais même des fois de porteurs assez solides avec des résultats très bas par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc je me méfie encore. On a hésité là pour Shifters à aller sur GameFound parce qu'ils nous ont contactés pour nous faire des offres, parce qu'évidemment ils nous démarchent en fait. Ils veulent pas devenir numéro 1, donc faut essayer. Il faut des offres spéciales, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Non, et c'est un peu une différence aussi qui est un peu des fois qui est très différente dans l'approche, c'est que sur Kickstarter tout le monde est pareil. Le coût de Kickstarter il est fixe, on peut pas négocier ça. Sur GameFound c'est de la négociation au cas par cas, on signe des contrats pour les 3 premiers, pour les X premiers, temps, machin. Donc personne paye la même chose. Enfin, en tout cas, je sais pas. En tout cas, nous, on a eu plusieurs offres, donc je sais qu'il y a différents tarifs. Voilà. On a hésité, on l'a pas encore fait. Je sais pas si on le fera un jour. Mais évidemment, de plus en plus, si tous les gros acteurs ils basculent sur GameFound, on va se poser la question. Parce que la communauté jeux de société, peut-être qu'elle va se déporter là-bas. Et là, on a une phrase de Jouer FR29 qui nous dit GameFound, Kickstarter c'est américain, en ce moment je boycotte. Est-ce que c'est américain GameFound ? Kickstarter oui, mais GameFound non. Non, c'est des Polonais. Enfin, après, je sais pas exactement les liens, mais c'est Awoken Realms et du coup c'est une boîte polonaise à la base. Ouais, donc c'est européen. GameFound, tu peux ne pas boycotter, tu peux choisir. Voilà, bon après, il y a souvent des antennes dans les différentes régions. Quand on est sur les festivals, on voit un stand de Kickstarter souvent qui est présent pour... oui, alors ça fait longtemps que je ne les ai pas suivis, mais... Je ne suis pas expert sur ces... Mais après, je pense que Kickstarter va... Voilà, là on voit, ils ont rien fait pendant longtemps, donc la plateforme n'a pas évolué, ils ont mis des petites choses. Après, quand on est leader, c'est presque plus dur de bouger, en fait. C'est facile quand on est outsider de créer des choses, et quand on est leader, il ne faut pas non plus trop bousculer sa communauté. Voilà. Bon, on verra les évolutions. En tout cas, le prochain projet, Shipster. Ah bah tiens, ça va très bien avec le jeu.
Initialement, le jeu il s'appelait Sliders parce que c'est sur les mondes parallèles, pour ceux qui ont connu cette série. On va enchaîner avec notre rubrique que je n'avais pas préparée. Donc hop, on va se connecter sur le site de Subverti. On regarde à chaque fois, le vendredi, la liste des festivals de jeux qui auront lieu dans les semaines qui viennent. 776 festivals de jeux en France et aux alentours. Ça en fait 2 par jour, grosso modo, mais on va juste regarder ceux qui ont lieu ici, là, ce week-end, et est-ce qu'on va en faire? Est-ce que vous êtes très présent sur les festivals? Non, très peu. Très peu présent. Regardons quand même pour vous qui peut-être allez vous rendre dans un festival ce week-end. Nous avons Place au jeu, qui est quand même un festival important sur Grenoble, qui est, à chaque fois on en parle assez régulièrement de celui-ci. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je l'ai fait une année en visiteur, pas en exposant. C'était chouette. Le festival du jeu de Barentin. Donc dans le 76, Mulhouse, Happy Games à Mulhouse, c'est pas très très loin de chez moi, j'aurais pu y aller, mais évidemment nous on en fait très peu finalement, on fait des très en général je pense qu'on fait un peu les mêmes, j'ai l'impression. Oui, moi je fais vraiment les plus gros, c'est pas facile, ça prend du temps, voilà. Sartrouville, le festival Journée Figurines et Jeux, si vous êtes plus figurines. Ludiloutre, ça c'est un Nuit Saint-Georges, bon. Ça c'est pas loin. Voilà, c'est pas trop loin. De chez moi, ouais. Moustoujou, c'est bien le Nuit, toi qui es assez expert en vin, le Nuit Saint-Georges, c'est sympa? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Moustoujou, donc dans le 11, c'est quel département 11? C'est pas... Moi je sais, mais je te laisse... Ah bon? Non, je sais pas. On vous laisse jouer, parce que nous on sait. Voilà, c'est également le 22 mars uniquement. On continue pas mal de festivals ce week-end. Je m'éclate à Luisan, Festigeux à Isoire, dans le 63, Printemps du jeu à Marly-le-Roi, c'est dans l'Aude, nous dit-on. Ah. Vous révisez vos départements. Le Printemps du jeu à Marly-le-Roi, donc le deuxième festival dans le 78, vous avez le choix, si vous préférez le printemps plutôt que la figurine, vous allez à Marly-le-Roi, il y en a plein ce week-end. Le Printemps du jeu à Torcy, c'est plusieurs festivals qui s'appellent pareil, je continue. Cabouette Festival à Petitbourg, Salon des jeux mathématiques. Ah, est-ce que tu es plus mathématique que figurine? Oui, là, je pense que ça va être full fun celui-là. Saint-Christophe-les-Alaises. On ne juge pas les festivals, alors non. En plus, moi j'aime bien les maths, alors je pense que ça peut être rigolo. Je peux pas, j'ai jeu à Pielot, Givor et jeu, qui a lieu tous les ans, le cite régulièrement celui-ci. Blagnac jeu, on est vers Toulouse. Donc évidemment, juste à côté. On continue, mais ça ne s'arrêtera jamais. Si, on arrive à la fin. Contrée des jeux à Avignon. On avait la boutique, le Contrée du jeu, mais ça n'a rien à voir. Sur le chat, Festival du jeu de Montrond-les-Bains, dans le 42, c'est le dernier, qui a le ce week-end. Alors là, vraiment, vous pouvez faire plein de festivals. Geeklet, tu le fais, celui de Blagnac? Du coup, est-ce que tu y vas? Et toi, Steve, j'imagine aussi, tu fais un petit tour sur les festivals du coin. Ça prend du temps, si on veut systématiquement se sortir en week-end. Ouais. Et je joue en Beaujolais à Belleville, il doit connaître Benoît. Ben non, mais c'est à côté de chez mes beaux-parents. C'est quand ça, ce festival, Je joue en Beaujolais, Guillaume? Oui aussi, c'est des copains, nous dit Steve, il va à Blagnac, voilà. Bon, voilà, vous avez tout un programme pour ceux qui veulent se promener en festival ce week-end, c'est la sortie, c'est le début du printemps, on a envie aussi de sortir de chez soi. Si vous n'avez pas envie de vous promener dans la nature, vous pouvez vous enfermer dans une salle pour faire du jeu, ça marche très bien aussi. Je peux venir au chalet, nous demande, oui, tu peux venir au chalet, Caro. Voilà, pour les festivals de ce week-end, Troll et Légendes à Mons en Belgique du 29 au 31 mars, à la semaine suivante. On l'annoncera la semaine prochaine. C'est le 1er novembre, je joue en Beaujolais. Et ses beaux-parents, on a plein d'informations qui nous intéressent énormément, habitent le village à côté. Voilà pour les festivals, on va terminer cette émission. Alors, petite rubrique, on avait déjà fait avec Suzel, se promener dans le chalet et proposer à notre invité de choisir des jeux de société qui t'ont marqué. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as choisi? De quoi on va parler pour terminer cette émission? Et là, c'est le truc qui vous crée des envies, qui vont me créer des envies aussi, de rejouer à des jeux. Rien que regarder très rapidement, j'ai essayé de pas trop regarder quand même, pour garder de la fraîcheur. Je vais commencer dans l'ordre chronologique. Et encore, t'as pas choisi les jeux qui étaient présents ici, il y en a plein
Oui, mais j'ai trouvé quand même pas mal de choses. Ouais, je me doute. Manhattan. J'ai choisi Manhattan. Alors ça, c'est une version rééditée par Acting Game il y a quelques années. Parce que c'est un vieux jeu, celui-ci qu'il a dit il y a vraiment très longtemps, Andreas Seyfarth. Il me semble que c'était un Spiel. Manhattan, oui, je crois bien, ouais. Et une chanson de aussi Manhattan Kaboul. Exactement. Ouais. Et donc, bon, là, ça, c'est la réédition, mais le jeu initial, donc en fait, on construit des tours. Je sais pas si. Regardez, le dos de boîte, en général, est très très bien fait. Il est écrit à l'envers, c'est bizarre. Hop, il y a des quartiers, on va poser des tours avec des couleurs, on joue des cartes. Bon, voilà. Quand on voit le bateau, ça nous fait penser à Tower Up, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui, en découvrant Tower Up, ont eu l'impression que, waouh, on n'a pas des jeux comme ça n'existait pas. Bah, si, il y a une grande période de jeux dans lesquels on empile des trucs. Et j'y ai beaucoup joué enfant. En fait, c'était mes premières approches avec le jeu de société moderne, au-delà de Monopoly, etc. Parce que j'avais un pote dont la mère allait chez Descartes-Lyon et acheter des jeux. Ouais, et enfant, donc, mais il date de genre 2002 ce jeu-là, non ? Non, c'est avant, parce que moi j'y ai joué, je devais avoir 12-13 ans, donc je sais pas, ça doit faire Instant Culture. 99, 2000, 98, ces années-là. Ouais. Quand t'es sorti, mais je vais regarder, hein. On a notre bible BGG pour aller vérifier ce genre d'informations. Et donc, j'y ai pas mal joué, je l'avais fait acheter à mes parents, c'était un des premiers jeux hors vraiment grande surface auquel j'ai beaucoup joué. Il y avait ça, il y avait Catan qui était devenu un jeu de négociation absolu où on négociait des choses en dehors du jeu. 94 Manhattan, waouh, Spiel 94. Ah oui, c'est vieux, mais même moi, alors j'étais pas enfant, mais j'étais jeune. Et donc, 94. Celui-là, Bonanza et Catan, c'était vraiment les premiers jeux de société, on va dire, modernes auxquels j'ai joué. Et ça, j'en avais gardé une bonne souvenir. Je jouais avec mon père et il fallait le laisser gagner. Je sais pas si j'ai rejoué avec cette boîte-là. Parce qu'effectivement, c'est Acting Games qui a refait la boîte. Alors, ça ne correspond pas trop à leur gamme. D'ailleurs, chez Acting Games, ils n'ont pas trop ce type de jeu. Mais là, c'était un plaisir. On sent qu'il y a quelque chose. Très souvent, de toute façon, chez les jeux Acting Games, on sait qu'il y a quelque chose de l'émotion comme prétexte pour créer des jeux de société. Sans doute une émotion assez proche de la tienne là-dessus, sur celui-ci. Voilà, ça y est, j'ai envie d'y rejouer. Parce que je m'en souviens plus du tout. Je ne sais pas si j'ai la précédente version, c'est possible. Si on a moi, je l'ai toujours chez mes parents. Je l'ai vu l'autre jour. Partie de ces jeux. Premier conseil, et ça y est, on a envie d'y jouer. Ludo, est-ce qu'on a envie d'y jouer? Un des premiers jeux de la ludothèque moderne. Beaucoup d'engueulades sur ce jeu, nous dit Ludo. Spiel 94. Oui, on y joue, ça y est, c'est validé. On va trouver un petit moment pour rejouer à Manhattan. Et on vous en reparlera. C'est vrai qu'on devrait partager ces parties qu'on fait de temps en temps. Faut que je repense à remettre, je ne mets plus jamais, moi, des jeux en story. Pour vous dire ce à quoi on a joué. On enchaîne avec quoi? Tu vas nous créer une envie. C'est pas dur, hein, là. Moi aussi, je suis à fond sur ce jeu-là. Est-ce que c'est la dernière version? Il y a peut-être même un petit mot. C'est les nouvelles. Il y a peut-être même un petit mot à monde de jeu, tu vois. Voilà, parce qu'à monde de jeu valide ce jeu-là. Tolkien, ça fait partie donc des jeux de pose d'ouvriers qui m'ont beaucoup marqué, auxquels je joue encore et qui est vraiment dans mon top 3 de tous les temps. Ouais, j'adore Tolkien. Et en plus, je suis pas expert. On en a parlé hier, justement. On a parlé du fait que quand on est expert d'un jeu, et notamment sur la plateforme Board Game Arena, on ne trouve plus que des experts sur les grands classiques. On joue pas du tout de la même façon que quand on n'est pas forcément expert. Et là, je l'ai peut-être été à un moment, un peu expert de Tolkien, et je le suis plus du tout. C'est-à-dire que j'ai plus les mécaniques en tête. Moi, je joue à peu près, on va dire, 1 à 2 fois par an à Tolkien, lors de week-end jeux, parce que c'est des jeux un peu plus longs. Je joue plus aussi bien qu'avant, parce qu'il y a pas mal de strats, etc. Mais c'est un jeu très prise de tête, relativement punitif en réalité. À la première partie, moi j'ai déjà vu des joueurs avoir du mal à marquer 5 points, parce qu'en fait on peut en perdre. Donc ils finissent en négatif, ils essaient juste de remonter en positif. Après, en vrai, on peut marquer... j'ai fait un tour de plateau à ma dernière partie, donc on peut marquer plus de 100 points. Mais très très bon jeu. Très exigeant, à la fois très pur à expliquer, parce que vraiment un tour de jeu, moi c'est la pureté du jeu que j'aime beaucoup, c'est soit on pose des ouvriers, soit on enlève des ouvriers et on fait les actions sous lesquelles ils sont, et on va les poser sur des roues et à chaque tour ils vont avancer, donc plus on les laisse longtemps poser, plus ils vont faire des actions fortes. Voilà, tout est dans le timing. Très 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 bon jeu. Je me souviens de la sortie de ce jeu à Essen, tu avais les engrenages en immense sur le plateau, quand tu passais à côté, c'était le jeu du salon, forcément, on en parlait beaucoup, il fallait rentrer d'Essen avec ce jeu-là sous le bras, donc c'est ces souvenirs-là aussi qui me parlent. C'est CGE, hein, ça fait toujours des très bons jeux experts CGE, et il y a des jeux là. Voilà, Tolkien. On a envie d'y jouer. Est-ce qu'on y joue, Ludo? On va voir, Ludo, lequel il va choisir parmi tous ces jeux-là, mais ça nous crée des envies et on a besoin de ça. C'est une chouette rubrique pour ça, pour ressortir pas que les jeux qui sortent en ce moment, aussi faire vivre nos ludothèques. Ça, je t'ai fait plaisir.
Ah, Dominion. Alors ça, c'est avec Ludo, on a commencé à faire tous les Dominion, je sais plus où on en est, mais on sort les boîtes les unes après les autres et on fait pas tous les configurations avec toutes les cartes parce que forcément, d'autant plus que dans un second temps, on peut mélanger les différentes boîtes. Tu as vu qu'au chalet, on en a énormément. Oui. Hein. J'ai pris la première, je crois que c'est la première, celle-ci. Oui, votre royaume commence ici, donc c'est la toute première boîte. Ça date de 2000. Le jeu, il a dû sortir en 2004, 2005. Peut-être non plus tard. Non, 2004, c'est les Aventuriers du Rail qui a gagné le prix, donc c'est un petit peu après, je dirais. Parce que moi, en fait, ça date quand je suis revenu 2008 travailler à Lyon. Non. Je sais plus, 2006 peut-être ou 2007, quand je suis revenu travailler à Lyon, le jeu venait de sortir. À l'époque, je l'ai sur Trick Track. Ils ont parlé, je l'ai acheté sans savoir ce que c'était. Ah ouais, alors il y avait ce truc-là aussi. Hein. C'est ce genre de jeu où tu fais des... parce que ça t'excite. Il y a ce truc aussi du matos qui... Tu vois, rien que ça. Moi, à l'époque, il n'y avait pas tellement des jeux carrés dans lesquels on glissait les cartes parce qu'il y a un côté rangement, un côté Marie Kondo à l'intérieur de ce jeu. Toutes les cartes sont bien rangées. Et ça, en termes de plaisir ludique, quand on est un peu collectionneur, quand on est un peu amateur de jeu, le rangement, ça fait aussi partie des plaisirs. Et avant même d'y jouer, l'organisation te crée une appétence ludique derrière. Non, pas moi. Moi, je range mes jeux n'importe comment. Même celui-là ? Non, celui-là, c'est pas possible. Je crois que j'ai toutes les cartes. En fait, j'avais pris toutes les boîtes que j'avais et je les ai mis dans un seul truc. Ah, non, moi, je suis pas ça. Moi. Alors, parce que mon Tzolk'in, il est tout en vrac dans la boîte. Parce qu'en fait, j'ai toujours ce truc de me dire, quand je voudrais le ressortir, je le trierai, et puis là, on vient de finir, je le range comme ça. Parce que peut-être c'est ma dernière partie du jeu, tu vois, je vais pas le ranger. Spiel 2009, nous dit Ludo, donc c'était bien 2008, a priori la sortie en fin d'année pour avoir le Spiel l'année suivante. Et c'est pourquoi je l'ai choisi. Alors, je joue plus à Dominion, je pense que je préfère d'autres deck building aujourd'hui. Après, il a créé la méca, j'y ai énormément joué à l'époque où il est sorti, c'était une époque où j'avais peu de jeux de société. C'était ma redécouverte du jeu de société moderne, en fait. J'avais ça, Kailus, Puerto Rico, quelques jeux comme ça, un peu classiques. Et c'est aussi le jeu qui m'a donné envie de faire des jeux, et qui m'a donné envie de créer mon premier jeu qui s'appelait Invasion. Oui, voilà. Exactement, que j'ai plus Invasion d'ailleurs, parce que je crois que je l'ai filé à Jube, il doit être à Besançon. Et voilà, et du coup ça m'a beaucoup marqué comme jeu, et j'y ai énormément joué. C'est un jeu... ça reste très très bien. Ouais. Ah oui, et alors nous, les sorties qu'on en a faites avec Ludo récemment, c'était un vrai plaisir parce que on n'y pense pas tout le temps, puis c'est pas le jeu contrainte, on va le sortir rapidement, il n'y a pas besoin de se replonger énormément dans les règles, on sait déjà y jouer immédiatement, mais on s'adapte aux nouvelles cartes, donc j'achète les nouvelles extensions assez régulièrement. Donc là, je l'ai choisi pour une autre. Alors, c'est un grand classique, tout le monde est Terraform, enfin tout le monde, je ne sais pas, mais... moi je suis moins fan que d'autres sur Terraforming Mars. Alors si, en vrai, j'aime bien. C'est surtout Ark Nova où je suis moins fan que la plupart des gens. Nova. Enfin, je ne dois pas trop le dire, mais je ne suis pas très fan d'Ark Nova. Terraforming Mars, j'aime bien, mais c'est parce que j'aime bien être à contre-courant que j'ai moins joué pendant la période où tout le monde y jouait. En fait, c'était là où je voulais en venir, c'est que moi, Terraforming Mars, c'est un jeu que j'ai pas aimé quand il est sorti. Et ça fait partie, on en a parlé hier, de ce truc de tout le monde te dit c'est incroyable, et en fait, l'attente dépasse ce que tu ressens à ta partie. Mais en vrai, c'est bien. Et donc en fait il y a ce truc d'attente versus ce qui est vraiment, donc un jeu que t'attends pas, tu peux être très positivement surpris et vice versa. Et en fait pourquoi j'ai choisi Terraforming Mars, là c'est plus le côté développeur de jeu. C'est un jeu auquel je joue beaucoup maintenant par rapport à avant, mais je trouve qu'il fait quelque chose qui est incroyable, et je le prends souvent en exemple quand on développe des jeux. Il mélange pas les moyens et les buts. Alors je sais pas si les gens ils vont comprendre ça, mais dans un jeu il y a des moyens pour faire des choses et il y a des buts, c'est ce qui va faire gagner. Et il y a des jeux des fois qui ont trop tendance à mélanger les moyens et les buts et tout est flou et on a du mal à lire le jeu. Terraforming Mars, il fait ça de manière hyper pure où les buts thématiques du jeu, c'est ce qui fait aussi des points. Les moyens, ils sont hyper bien pensés et pesés et tout est bien... En fait, l'imbrication mécanique du jeu, elle est très très bien faite et je trouve que c'est vraiment... Quand on l'analyse pour moi en termes de game design, c'est vraiment une très très grosse réussite et je le prends en exemple sur plein de choses. Quand on explique le thème du jeu, on peut aussi expliquer... En fait, on peut savoir comment on joue parce que il y a juste à remplir ses paramètres en fait et ça va nous avancer. Nos moyens, c'est nos cartes, elles sont très bien faites. C'est vraiment un jeu très très bien fait mécaniquement. Voilà pour Terraforming Mars, Ludo adore, donc je ne vais pas lui demander si on y joue parce qu'il veut dire oui, mais moi j'ai beaucoup moins joué parce que souvent c'était le jeu de troisième partie de soirée, c'est-à-dire que allez on va se coucher, ah non on se refait un petit Terraforming Mars et les gens partaient là-dessus, j'en ai vu qu'on retrouve au petit matin encore assis à la table alors que la nuit on dort, sachez-le, normalement si on veut être en forme dans un week-end jeu, il faut dormir la nuit. Et donc j'ai moins fait les Terraforming Mars à cette période-ci, mais en vrai c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, le seul reproche que j'ai à faire à ce jeu-là c'est le bordel, c'est mon côté rangement, sur la table tu mets des cartes
dans tous les coins avec des petits cubes dessus. C'est un gros bordel sur la table. Oui. Et c'est con, mais moi, dans mon plaisir ludique, ça rentre parfois en compte. Que ce soit organisé. J'ai envie d'avoir une belle organisation, un petit tableau bien fait. Voilà. Ça, c'est pour parler des sensations que ça nous génère. Ça n'est évidemment pas une critique du jeu. Ne transformez pas en critique. Allez, on va passer à un autre jeu de cartes. Alors. On en a parlé hier en regardant les jeux avec Ludo. Je lui ai dit, tiens, je rejouerais bien à Elysium. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je me suis même pas sûr de me souvenir des règles. J'ai choisi Elysium. En fait, j'avais choisi 3 jeux, Race for the Galaxy, Forêt Mixte et Elysium, et je les avais un peu mis dans la même catégorie. Ouais. Alors, il y a beaucoup de jeux de cartes dans mes choix parce que je suis vraiment un joueur de cartes. Oui. Là, t'avais pas, mais je pense qu'en 1, j'aurais mis Magic the Gathering, auquel j'ai joué énormément. Donc, voilà. Mais ces 3 jeux, Race for the Galaxy, Forêt Mixte et Elysium, je trouve qu'ils ont des mécaniques très très pures en termes de cartes, des idées de combos, de comment ça se passe, qui sont hyper bien. Et je trouve que même aujourd'hui, les jeux de cartes sont assez à la mode, il y en a beaucoup qui se vendent. Je trouve qu'on a beaucoup de mal à égaler ces 3 jeux. Alors, Forêt Mixte est assez récent, mais un Race for the Galaxy, par exemple, il y a plein de nouveaux joueurs qui veulent souvent jouer aux nouveautés, qui veulent pas forcément jouer aux anciens jeux. Ils jouent pas à Race for the Galaxy alors que le jeu il surclasse une bonne partie de ce qu'on fait nous en tant qu'éditeur aujourd'hui. Et Elysium rentre dans cette catégorie, à mon sens c'est un jeu très 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 bien fait, avec cette mécanique des petits, on a des petits poteaux là, alors, ça doit pas s'appeler des petits poteaux là. Mais... Si, on joue avec ces poteaux d'ailleurs, on faisait plein de jeux de mots là-dessus. Mais effectivement, oui. Et où tu vas devoir en dépenser un par tour et tu peux te bloquer, il y a toute une dynamique du jeu qui est vraiment très chouette, un très très bon jeu de cartes à effet et à combo. Et c'est vrai auquel je joue encore moi assez régulièrement. Bah oui. Alors c'est marrant, c'est que quand un jeu, on n'y a pas joué depuis un moment, en tout cas en ce qui me concerne, parfois on oublie la mécanique du jeu, mais on n'oublie pas le plaisir qu'on a eu à y jouer. Donc on garde un sentiment positif en voyant la boîte d'Elysium, de se dire ah bah oui, j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de me replonger dans les règles, j'ai envie de me souvenir pourquoi j'avais aimé ce jeu, mais je sais que j'ai aimé ce jeu. Ça marche bien à 2, je me souviens plus trop de ça. Ouais. Dans toutes les configs. Je crois que la config la plus punitive c'est à 4 parce que tu peux vite te retrouver sans quête dans le rythme pour ceux qui ont déjà joué. C'est ça. Mais très très bon jeu, vraiment très bon. Elysium, j'ai envie d'y jouer. Tu vois. Hop, allez, je vais choisir un jeu. Alors je l'ai pas pris pour le jeu en réalité, mais c'est un jeu à nous. Demio, c'est le jeu qui est signé par Jérémy Ducré. Exactement. Première collaboration. Je l'ai pris pour ce petit Jérémy Ducré parce que les jeux c'est certes des mécaniques, mais c'est aussi des gens. Et quand on c'est pas votre plus gros succès celui-là. Hein, non. Mais ça a été assez correct en vrai en vente monde en fait, en boutique on l'a assez bien vendu. Et c'est des jeux à cartes. C'est vrai que dans lesquels il n'y en a pas tant que ça finalement qui marchent toujours bien. C'est plus la période de ce type de jeu, j'ai l'impression. En tout cas, des jeux sur lesquels tu sors un énorme plateau de jeu et tu vas te positionner sur la carte. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est... Oui, en plus là, il y a et du contrôle du territoire et de la majorité. Ça reviendra. Les jeux de majorité, c'est plus du tout à la mode. C'est ça va disparaître complètement pendant une période et à un moment, il y en a un qui va ressortir un jeu très très pertinent sur ce plan-là avec une grande carte sur laquelle on va se positionner. On a Rebirth avec une grande carte qui est sélectionnée au sablier d'or et qui va, comme l'a fait Terraforming Mars pendant la longue période où on disait que les jeux dans l'espace ne fonctionnaient pas. Oui, celui-ci a marché et après on a de nouveau récupéré plein de jeux dans l'espace. On a eu le cas sur les jeux à 2, peut-être qu'à un moment, parce que avoir une grande carte sur la table, il y a un plaisir visuel, ludique qui est impressionnant. Quand Risk est arrivé, ça a inspiré plein de jeux derrière. Ça reviendra peut-être à un moment. Et donc Demio, là je l'ai choisi surtout pour Jérémy Ducré parce que en fait Jérémy c'est, je pense, un de mes meilleurs amis aujourd'hui et je l'ai rencontré en tant qu'éditeur et lui auteur. Et donc du coup voilà, c'était le jeu, c'est aussi des moments, des gens qu'on rencontre et là à travers ce jeu là qu'on a créé ensemble, et après il y a eu d'autres développeurs qui ont travaillé dessus, mais notamment Grégory, mais voilà, ça crée des amitiés et c'était vraiment important dans mon parcours ludique. En plus, à travers Jérémy, j'ai rencontré Quentin, qui est un autre auteur de jeu qui fait aussi partie de mes très bons amis. Donc voilà, ce jeu-là a été à la base de choses qui sont aujourd'hui très importantes dans ma vie. C'est chouette, c'est chouette d'avoir ces histoires-là. Et puis le jeu, il est plus, j'imagine, est-ce qu'on peut encore le commander quand on a une boutique? Est-ce qu'il y a encore du stock? Non, je pense qu'on n'a plus de stock. Du coup, on l'a... Je crois que ça n'a pas été un de nos gros succès. Par contre, c'est un jeu qu'on n'a pas spécialement soldé et on a fini notre stock, on l'a vendu à l'export. C'est pas un jeu qui a été un four pour nous en termes de revenus. Et Antarius nous dit qu'il fait un live avec Jérémy Ducré justement ce dimanche sur sa chaîne Twitch. Et dans la même thématique, bon, même si là j'ai choisi aussi pour le jeu, j'ai choisi Cryptid.
évidemment. Alors, pour Ori Games, qui a été d'autres personnes qui ont été très très importantes dans mon parcours professionnel. Oui, parce qu'ils t'ont aussi guidé on sur avait fait It's a la Wonderful création. World ensemble, et puis ils m'ont appris beaucoup de choses. Donc voilà, ça fait partie des gens qui ont beaucoup compté. Et j'ai choisi Cryptid parce que c'est un jeu que j'adore, donc un jeu de déduction. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Cryptid, on en a reparlé. Alors c'est marrant parce que tu vois, on sort des jeux et en fait il y en a certains dont on avait parlé sans savoir que tu les citerais. On avait parlé d'Elysium, on se balade beaucoup dans la ludothèque avec les gens qui viennent au chalet. On a naturellement l'occasion de se promener. On avait reparlé donc de Dominion, c'était à la fin de l'année dernière. On y avait joué un peu avec Ludo, Zolkin également et Cryptid. On en a parlé en début de semaine, je crois. J'ai vu quelqu'un, je sais plus qui l'a montré en disant j'ai jamais joué à Cryptid. C'est excellent. Alors ça peut être rude. Enfin, je sais que moi j'adore Cryptid. J'adore ces jeux de déduction. Voilà. Pas un autre boîte classique pour montrer le jeu. Là, sur celui-ci, on n'a pas l'explication en 3 points. Non, voilà. Et par rapport à d'autres jeux de déduction, c'est un jeu... Alors moi, je considère qu'on y joue sans noter, donc il faut tout retenir. Ouais. Et ça fait partie de ces jeux que j'adore parce qu'ils saturent ma capacité de calcul. Et du coup, voilà, ça me donne des sensations très plaisantes et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Cryptid. J'y joue encore assez régulièrement, mais plus beaucoup de gens veulent jouer avec moi. Voilà. C'est le problème des jeux qu'on adore, c'est que les gens ne veulent plus jouer avec vous. Parce que Cryptid, on peut se sentir perdu quand on découvre, en fait, de se dire mais comment t'as fait pour savoir où il était. Alors t'expliques, toi t'as fait ça, donc j'ai supposé que ça voulait dire ça, que tout le monde te regarde avec des yeux comme ça. On a fait le tour? Non, j'en ai un dernier. Un dernier pour la route. J'ai pas été très original, hein, mais je pense que quand même... Non, mais on cherche pas à être original, on cherche à être authentique, nous. Ça a été une claque pour moi quand c'est sorti. Unlock. Time Stories aussi d'ailleurs, mais j'ai choisi Unlock parce que voilà, c'est... Je crois que Time Story a été une plus grosse claque pour moi qu'Unlock, mais aujourd'hui je joue encore à Unlock, alors je oui, ne joue tout à plus fait. à C'est Time pour ça Story. que... Et je trouve que en fait, c'est aussi dans le... Time Story, ça a été une énorme claque quand je l'ai découvert. Donc c'était 2 jeux Space Cowboy, c'est pas les premiers d'ailleurs de Space Cowboy, puisque les premiers c'est... Splendor, puis Black Fleet. Black Fleet, effectivement. Splendor, et il y a eu Elysium assez rapidement derrière. Ouais, tout à fait. Et ça reste pour moi vraiment... en termes de game design, d'idées, de tout, c'est vraiment des jeux qu'on a oubliés fort. sur... pardon, je t'ai coupé, mais sur Space Cowboy, First Touch. First, est-ce que je l'ai bien prononcé? Touch. Tu te rappelles de ce jeu? C'est dans les premiers jeux Space Cowboy. Mais en fait, on a l'image qu'ils ont tout fracassé dès le début avec des jeux qui ont remporté un succès absolument dingue. Et il y en a qui sont un petit peu moins connus. Je vais vous chercher pendant que tu nous parles d'Unlock, effectivement. Mais... oui, et chaque scénario, la capacité à se renouveler, à créer, voilà, je sais pas combien il y a de boîtes en tout, je les ai toutes faites. C'est le seul jeu auquel ma femme accepte de jouer. Voilà, donc on joue. Voilà, j'ai un seul jeu auquel je joue chez moi, c'est Unlock. Voilà, je trouve que encore aujourd'hui, ça reste vraiment très fort comme jeu. J'ai peut-être pas le bon nom parce que je le trouve pas. Mais oui, j'aimerais bien d'ailleurs refaire parce que j'ai peu de mémoire, donc j'ai la capacité à rejouer assez facilement aux jeux de société. Alors moi j'ai essayé d'en refaire. À un moment, il y a quand même un truc, c'est que les énigmes que tu avais réussi, tu t'en souviens pas, mais tu les re-réussis. Et celles où tu avais bloqué, en fait, tu t'en souviens. Et du coup, tu les réussis plus facilement. Donc tous les scénarios, tu les fais quand même un peu plus facilement. Merci au chat qui m'a corrigé. C'est pas First, c'est Final. Alors Final Touch. Hop, et celui-là, souvent, les gens l'ont un peu oublié. Et puis c'est bizarre, hein. On oublie, on a l'impression que... je n'ai pas du tout ce... 2016, donc tu vois, ça date un petit peu. Il était dans c'était les Space Cowboys. C'était les Space Cowboys, ouais. Ok. C'est fou, hein? Oui. Bon, après, c'est ça qui est bien avec quand on fait des jeux qui marchent moins bien, c'est qu'en fait, les gens s'en souviennent pas. Exactement. Et assez vite, ils se souviennent que des succès. Si, moi je m'en souviens et je vous lâcherai pas sur ces jeux comment c'est bien que tu rappelles les échecs de chacun. Tu peux faire une petite liste autour de la boîte pour la boîte de jeu. Merci à Dominique qui m'a corrigé. Voilà, j'ai fait le tour. À quoi on rejoue? Je demande à Ludo, hein, qui est, je sais pas s'il est encore sur le chat, mais à quoi on rejoue dans les jeux? Parce que malheureusement tu vas pas rester pour ce week-end. Mais Cryptid. Ça fait longtemps. Mais Manhattan, en fait. Manhattan, on a validé Manhattan. Mais Zolkin, j'ai envie aussi, Elysium également. Les autres, je suis pas sûr que j'aurai le temps, je peux faire semblant, mais j'aurai peut-être moins le temps. On a du Dominion aussi à continuer à explorer. Voilà, notre programme, il est fait pour ce week-end. On a plein de jeux à redécouvrir, en sachant qu'évidemment, on va se concentrer, nous aussi, sur les Sabliers d'Or, puisqu'on prépare cet événement qui a lieu. La semaine prochaine, elle va être assez tranquille de notre côté. Je rejoue à tout, nous dit Ludo, mais Manhattan en premier. Voilà. C'est bien. Écoute, à boule pour jouer à Manhattan. Je tente des trucs. La semaine prochaine, on reçoit ce week-end
Céline et Johan Levé qui viennent. Donc il est probable qu'on fasse une matinale ensemble lundi, qui ne sera donc pas exceptionnellement la matinale jeux de société, BD, série. On la fera mardi de ce fait, on va décaler à mardi. On va voir comment on s'adapte. On n'a pas d'invité la semaine prochaine parce qu'on est à fond dans la préparation des Sabliers d'Or. Il y aura quand même les actus ludiques jeudi. Il est possible qu'on fasse de la visio en cours de semaine. On vous laisse la surprise de ce qui se passera, mais il y aura bien des matinales la semaine prochaine. On vous remercie d'avoir suivi cette matinale du vendredi. Merci Benoît de nous avoir présenté. Merci de m'avoir invité. Bah oui, et les nouvelles sorties et de nous avoir donné des envies parce que là les gens ne vont pas du tout acheter tes jeux, ils vont plutôt jouer à Manhattan. On a bien compris ça. Il faudra le retrouver, je sais pas s'il y a encore. Oui. Oh, ça se trouve sur le marché de l'occasion, on trouve plein de trucs. Bonne journée à tous, bon week-end à tous et à lundi. Salut.